Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé-Grenoble. Chaque semaine, un élu du territoire vient sur notre plateau, 45 minutes en face à face pour parler de l'actualité, de son actualité. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Gontard. Bonjour. 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 Bienvenue, sénateur écologiste de l'Isère depuis 2017. Vous avez été réélu pour un mandat de 6 ans supplémentaire en septembre dernier. Une victoire, j'ai envie de dire, quand même aux allures de défaite, puisque la gauche, dont vous faites partie, possédait 2 sénateurs sur 5 en Isère avant ce scrutin, vous et André Valigny pour le PS. On voit quelques images de la soirée à la préfecture avec les 5 nouveaux députés, alors nouveaux entre guillemets, puisqu'il y en a 4 qui étaient déjà en poste. Malgré donc une association dès le premier tour avec le Parti socialiste, le Parti communiste, vous n'avez pas réussi à maintenir cet équilibre de 2 contre 3. Non, c'est vrai que c'est pas passé loin, puisque c'était à un peu plus d'une trentaine de voix pour que Frédérique Penavert puisse être élue et puisse devenir sénatrice. Et c'est vrai que du coup, on passe à côté non seulement effectivement d'une deuxième sénatrice de gauche, mais aussi d'une sénatrice du Nord-Isère. Et ça aurait été effectivement particulièrement intéressant. En tout cas, nous, c'est de cette manière-là qu'on avait à la fois construit notre liste, fait un appel au rassemblement très tôt, depuis le mois de mars, très ouvert, en appelant aux discussions, en appelant à se rassembler et à discuter ensemble et essayer de trouver des solutions, puisque, encore une fois, on le voit, la solution, c'est bien évidemment de se rassembler. Et que si on avait été rassemblés, on aurait 2, voire peut-être même 3, puisque quand on fait l'addition, on voit qu'on est quand même l'addition des listes de gauche, on est devant les Républicains. Donc je pense que ça doit nous interroger sur la suite, sur comment on travaille ensemble et comment on arrive à mieux se fédérer et mieux se regrouper, notamment dans les élections sénatoriales qui sont particulièrement importantes. Alors vous avez progressé par rapport à 2017, vous aviez fait 546 voix, vous êtes monté à 714. Pour autant, comme je le disais, le deuxième poste a été perdu au profit, non pas de la droite, mais plutôt du candidat macroniste, Didier Rambaud, qui était déjà sénateur et qui va le rester. Vos alliés du PC, sur cette union de la gauche un peu partielle au sénatorial en Isère, ont clairement désigné un coupable, la France insoumise. Vous êtes d'accord avec eux, qui a fait liste à part, qui a peut-être fait... D'abord, c'est vrai que c'est bien quand même de souligner qu'on progresse, et on progresse très largement. 714 voix, c'est pas rien. Et on progresse dans un contexte quand même compliqué, parce que en 2017, il y avait qu'une seule liste. Il y avait André Valigny qui était en face de moi. Enfin, en tout cas, il y avait deux listes de gauche. Cette fois-ci, on avait 3 listes de gauche, dont une liste quand même très marquée, très soutenue par le président de la métropole. Donc on voit avec un faible résultat, mais en tout cas qui était soutenue par le président de la métropole. Et puis la liste de la France insoumise, issue effectivement d'une absence d'accord au niveau national. Absence d'accord que moi j'ai regretté, parce que je pense qu'on aurait dû réfléchir à un accord beaucoup plus large au niveau national. Pris acte, la France insoumise a décidé de déposer une liste. On en voit le résultat. Moi, ce que je regrette juste, c'est qu'au bout du compte, on a favorisé quoi? On a une sénatrice de moins pour le pôle de la gauche et des écologistes au Sénat. On a permis du coup à Didier Rambaud, que j'apprécie beaucoup en tant que personne, mais en tout cas politiquement, j'aurais évidemment préféré que ça soit une sénatrice de gauche. Donc voilà, le résultat, il est celui-là. Et en tout cas, on n'a pas fait progresser la gauche et les écologistes. Je trouve ça dommage. Et en tout cas, je pense qu'on doit chacun prendre notre part de responsabilité. Moi, j'ai essayé de mettre tout en œuvre pour rassembler le plus largement possible. Je salue notamment le Parti socialiste. Erwan Binet, par exemple, accepter de venir en 3e sur une liste, c'est jamais facile, c'est pas la place la plus éligible. Ils ont fait preuve de responsabilité. Je pense qu'on doit réfléchir de cette manière-là pour les années à venir. Certains observateurs, le soir des sénatoriales à la préfecture de l'Isère, ont remarqué une certaine satisfaction des membres de la France insoumise qui étaient présents. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous aussi. Pourtant, ils ont fait moins de 5%, donc ce n'était pas leur score qui leur donnait le sourire. Je pense que c'est le fait que vous n'ayez pas réussi à qualifier un deuxième sénateur. Si la satisfaction, effectivement, c'est d'être... à l'échelle nationale, de montrer, puisqu'ils ont mis la NUPES en avant, c'est qu'on est derrière le Rassemblement national. Moi, ce n'est pas une satisfaction que je peux avoir. Si la satisfaction, c'est d'avoir fait échouer une candidate de gauche et de renforcer la gauche et les écologistes au Sénat,
pour moi, ce n'est pas une satisfaction. En tout cas, moi, ce n'est pas de cette manière-là que je travaille. Moi, mon objectif, c'est effectivement de lutter contre l'extrême droite, de lutter contre la droite et de faire progresser le pôle des écologistes et de la gauche au Sénat. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Et je veux dire, cet accord national, parce que si on regarde au niveau national, on avait comme objectif d'atteindre plus de 100 parlementaires de gauche et écologistes. On y est quasi. Hein. Enfin, en tout cas, si on prend, on est à 100, 101 parlementaires de gauche et des écologistes. Mon groupe écologiste au Sénat passe de 12 à 17, c'est le groupe qui progresse le plus en valeur absolue et en chiffres. Et c'est vrai que ce qu'on parle peu quand même dans cette élection, ce qu'on a peu parlé, c'est au niveau national du résultat des Républicains. Les Républicains perdent 12 élus dans leur groupe, ce qui est l'équivalent de notre groupe qu'on avait nous avant en tant qu'écologistes. Donc je pense que ça c'est important. On voit bien que la gauche, les écologistes en particulier, pôle central, progresse très fortement, élection après élection, et c'est aussi le retour aussi des élections municipales, de l'implication, de l'implantation des écologistes sur l'ensemble des territoires. Quand je fais 714 voix avec l'ensemble de la gauche et des écologistes, ce n'est pas que Grenoble, bien loin de là. On a des voix, on a des représentations dans l'ensemble des territoires, et notamment dans les territoires ruraux que je connais bien en ayant été maire d'une commune de 200 habitants. Alors vous êtes commune du Percy. La commune du Percy, très belle commune. Dans le sud du département. Donc la France Insoumise, pour vos alliés du PC en tout cas, est responsable de cet échec. Éric Piolle, alors, qui n'était pas candidat sur votre liste, mais avait également une analyse à lui sur cette défaite, entre guillemets, de la gauche au sénatorial. Ici, nous vivons, comme au cantonal, une division d'une gauche là, poussée par le président Ferrari, qui se veut transpartisane, apolitique, voilà, on ne parle que de territoire et de terrain, mais qui en fait est une division de la gauche qui a coûté 2 binômes au cantonal, qui échoue parce qu'elle n'arrive pas à se faire élire, évidemment, il n'y a pas d'écho pour cette politique-là, mais elle échoue, mais elle coûte des sièges à la gauche et aux écologistes. C'est dommage, c'est ainsi, ça ne durera pas forcément éternellement. Bon, victime de la guerre que se livrent Éric Piolle et Christophe Ferrari, finalement, votre liste sénatoriale. Moi, je pense qu'il faut toujours savoir prendre de la hauteur. Il y a eu une élection, on a vu les conséquences de cette division. Vous n'avez pas essayé de négocier avant avec Christophe Ferrari pour Une des premières personnes que j'ai appelées au mois de mars, c'était Jean-Yves Brenier. Qui était le tête de liste. Pour discuter, pour se dire, mettons-nous autour de la table. Bon, il m'a fait montrer très clairement qu'il voulait partir tout seul et qu'il serait élu. Bon, voilà, on voit le résultat. Moi, je n'ai pas envie de polémiquer ou d'aller sur ces questions-là. Effectivement, je note qu'élection après élection, ces espèces de tentatives personnelles, c'est vrai, souvent sous fond de rancœur, de règlement de compte. Pour moi, c'est pas comme ça que je fais de la politique. En tout cas, c'est pas de cette manière-là. En tout cas, c'est échec après échec. C'est-à-dire que ça a fait perdre effectivement des cantons à la gauche et aux écologistes. Aujourd'hui, je le répète, ça nous fait perdre une élue et une très bonne élue au sénatorial. Voilà, je trouve ça tout simplement dommage. Je pense qu'on doit avoir cette faculté, et peut-être encore plus quand on est président d'une métropole. Moi, effectivement, ça me pose question. Président d'une métropole qui se présente, qui s'implique dans une élection sénatoriale, je pense qu'un président de métropole doit prendre de la hauteur, il est le représentant d'un certain nombre de communes, il doit aussi avoir cette position peut-être en retrait, et j'ai trouvé dommage cette implication qui pour moi n'a rien apporté en tout cas, et en tout cas rien de positif pour la gauche et les écologistes. Alors vous l'avez dit, votre groupe écologiste au niveau national a progressé au Sénat, vous étiez président de ce groupe sur le premier mandat, est-ce que vous l'êtes encore pour le deuxième? Oui, et je suis très heureux d'ailleurs de la confiance qui m'a été redonnée. Parce que c'est vrai qu'un mandat, c'est 6 ans, donc 3 années supplémentaires en tant que président du groupe écologiste Solidarité et Territoire. Il y aura une élection dans 3 ans. Il y a élection par moitié au Sénat, c'est vrai que c'est la particularité. Et donc d'être reconduit pour ces 3 années, c'est vrai que c'est beaucoup d'honneur, beaucoup de responsabilités. Et puis avec un groupe, je disais, renforcé, féminisé, rajeuni,
avec des personnalités quand même de poids, avec Yannick Jadot, l'ancien candidat à la présidentielle. Donc voilà, un groupe qui a un impact, qui s'implante aussi au Sénat et qui s'implante pour la durée. Ça, c'est aussi important. Alors, il y a un autre président qui a été reconduit dans ses fonctions au Sénat, c'est Gérard Larcher. Il était venu faire campagne d'ailleurs en Isère pour soutenir la liste de droite menée par Michel Savin et Frédéric Puissat. 74 ans, Gérard Larcher, dont 37 ans passés au Sénat. Pour le coup, là, le renouveau attendra un peu? Oui, c'est vrai qu'on reste encore sur cette manière de faire de la politique, de durer, de cumuler les mandats. C'est un petit peu effectivement la marque de fabrique à la fois des Républicains. Après, sur Gérard Larcher, moi je lui reconnais quand même une chose, c'est le respect quand même des minorités, et en tout cas des groupes minoritaires et d'opposition au Sénat. C'est vrai qu'il sait le faire, et ça je lui reconnais tout à fait. Après, ça reste un personnage de droite, très à droite, et j'ai déjà eu d'ailleurs des discussions, parce qu'on voit effectivement cette dérive au sein des Républicains, notamment avec le président Bruno Retailleau, d'une vraie dérive parfois vers l'extrême droite, qui est particulièrement inquiétante. On n'a pas de groupe du Rassemblement national au Sénat. On a trois élus du Rassemblement national qui sont rentrés, mais qui n'ont pas la capacité de faire un groupe. Mais on a des discussions, on a des amendements, on a des prises de parole, parfois, qui vont bien au-delà de ce que peuvent dire parfois certains députés du Rassemblement national, et avec des fois des propos directement racistes. Ça a été le cas, par exemple, de Bruno Retailleau au mois de juillet. Donc ça pose quand même problème, et c'est vrai que moi j'attends aussi d'un président du Sénat qu'il sache mettre un petit peu le haut là sur ces questions-là. 3 élus du Rassemblement national, aucun pour la France insoumise, quelques-uns pour la majorité présidentielle. Quand on fait le bilan, les 3 forces qui sont arrivées mises en tête par les Français lors de l'élection présidentielle, LFI, RN et Renaissance, sont pas ou peu représentés au Sénat. Est-ce que ça pose pas un peu un problème du décalage de cette institution avec la volonté des Français exprimée dans les urnes? C'est en réalité le propre de cette élection. On est élu par des grands électeurs et donc par les collectivités. Et c'est vrai que ça soit le Rassemblement national, que ça soit la France insoumise, ont très peu d'élus locaux. Et donc, forcément, comme cette élection est par ricochet, du coup, forcément, ont des résultats qui peuvent être faibles au niveau des sénatoriales. Ça pose juste une question, c'est que cette implication, cette implantation locale, elle est indispensable. On ne peut pas prétendre, pour moi, être président de la République. Et on voit d'ailleurs toutes les difficultés que ça a été avec le président de la République, qui n'a jamais eu de mandat local, qui n'a jamais eu de mandat du tout d'ailleurs. La problématique en termes de vision que ça peut poser. On a vu un Emmanuel Macron qui a voulu s'extraire de l'ensemble des corps intermédiaires, syndicats, mais aussi élus locaux, et donc avec cette politique souvent un peu hors sol, prise d'en haut, avec des injonctions qui sont parfois contradictoires, et ça on l'a beaucoup entendu pendant cette campagne des sénatoriales, d'élus qui n'en pouvaient plus de ces injonctions qui viennent d'en haut, avec peu de moyens, avec parfois l'impossibilité de les mettre en œuvre, ou des difficultés pour les mettre en œuvre au niveau local. Et donc cette implication locale, elle est importante. Et c'est vrai que les écologistes, c'est l'inverse. On est une force qui s'est implantée depuis très longtemps, localement. On ne le dit pas assez souvent, mais qui s'est implantée dans les territoires ruraux, dans les intercommunalités. On a les plus grandes villes de France, avec Lyon, Bordeaux, Grenoble. Donc voilà, et ça c'est important. Moi je rappelle souvent que les 2 fois où les présidentielles ont été gagnées par la gauche, juste avant, la gauche avait très largement gagné les municipales. Et donc on a besoin de cet ancrage local. Je ne sais pas si c'est lié aux dissensions à gauche que l'on évoquait sur ce résultat des sénatoriales en Isère, mais quelques jours après, les écologistes isérois, ces élus de territoire, notamment à l'Assemblée départementale, ont signé la fin de l'union qui était née 1 an avant la NUPES lors des élections départementales en Isère, sous la bannière du printemps isérois. Élisa Martin, députée de la France insoumise, qui était à votre place lors de la précédente émission, n'a pas compris cette initiative. Je vais poser la question. Est-ce que vous pouvez l'éclairer sur cette rupture au sein de la gauche iséroise? Je ne suis pas au département, mais ce sont vos collègues écologistes. Pour moi, déjà, ce n'est pas du tout la fin de l'union.
le fait de travailler ensemble, les écologistes, quand on est dans le même groupe et qu'on se sépare, ça ressemble quand même déjà à un mariage. Je vais m'expliquer. Le fait de travailler ensemble, on l'a toujours fait. On le fait sur la ville de Grenoble, on le fait dans différentes communes. On est en capacité, je le fais au Sénat avec les groupes du Parti socialiste et les groupes du Parti communiste. C'est la manière de fonctionner. Et que c'est vrai que peut-être le bilan de ces premières années au département, c'est très difficile d'être dans l'opposition, on le sait, et notamment au département, de pouvoir exister, de pouvoir porter des choses. Et en fait, le constat a été fait de dire, on est peut-être plus fort si chacun garde en tout cas son identité, avec cette capacité à travailler ensemble. Et le fait d'avoir des groupes différents ne veut pas dire qu'on soit contre ou qu'on se divise, au contraire. Les élections sénatoriales, si on avait été élu, si les 3 premiers de ma liste avaient été élus, moi pour le groupe écologiste, Frédéric Pénavert pour le groupe communiste, Erwan Binet pour le groupe socialiste, on aurait rejoint chacun nos groupes politiques. Pour autant, on travaille, moi je travaille régulièrement avec les présidents de groupe du Parti communiste, du Parti socialiste, on mène des actions communes, on signe des textes en commun, mais on garde notre spécificité, et ce qui est normal, parce qu'on a des approches qui peuvent être différentes, des priorités qui peuvent être différentes. Et je pense que c'est ce qui est fait au niveau du département, et moi je pense qu'on le verra d'ailleurs dans les prochaines semaines, je pense que l'impact en termes d'opposition sera beaucoup plus fort. Le fait de libérer en fait l'esprit, je dirais, de chacun, la spécificité de chacun des groupes, ça permettra d'avoir un impact beaucoup plus fort, mais c'est certainement pas une division. Bon. Alors, tout le monde n'a pas la même analyse au sein de la... Je le sais, mais c'est la mienne. Je reviens sur Élysée Martin, qui était donc notre précédente invitée. Je vais demander de vous poser une question. Guillaume Gontard, on l'écoute. Eh bien, mon cher Guillaume, ce qui m'interroge et me préoccupe, c'est comment vas-tu œuvrer peut-être d'ailleurs toujours en tant que président du groupe au Sénat, comment comptes-tu œuvrer pour faire perdurer la NUP qui a levé de grands espoirs et permis à 151 membres de l'Assemblée nationale d'être effectivement élus et de défendre notre programme partagé, y compris pour les européennes, qui est le programme de la NUP. Voilà, merci. La prochaine échéance électorale, les européennes, au mois de juin 2024. La réponse, je dirais que je pourrais retourner la question à Elisa Martin, hein, chère Elisa. Comment tu comptes ? Je ne la semaine prochaine, voilà. Par contre. Donc, elle ne pourra pas revenir. Mais moi, le rassemblement de la gauche et des écologistes... Elle sous-entend dans sa question que c'est plutôt les écologistes qui veulent se séparer un peu, se démarquer de la France insoumise que l'inverse. En tout cas, c'est comme ça que je... En fait, il y a plusieurs aspects dans cette question. Le rassemblement de la gauche et des écologistes, si on veut gagner les élections municipales, présidentielles, quelles qu'elles soient, on a besoin d'être rassemblés, d'être unis. On a des valeurs communes, c'est indéniable. Donc pour moi, il n'y a aucun doute. On doit travailler ensemble et ça a toujours été, moi, ma vision. Enfin, je ne peux pas imaginer qu'on le fasse autrement. Après, derrière ça, ça prend plein de formes possibles. Il y a eu la NUPES qui a été à un moment donné, pour les législatives, un programme partagé, on va dire, qui a permis effectivement d'avoir de beaux résultats, d'avoir des groupes à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'on est arrivé à une étape où effectivement, il faut évoluer. Moi, je pense qu'il faut même élargir ce rassemblement. La NUPES, peut-être le problème aussi, c'est qu'il y a eu peut-être un accaparement par la France insoumise. C'est vrai que quand je vois que, par exemple, au sénatorial, on a utilisé la NUPES et que c'est la France insoumise qui l'a utilisé, alors que la NUPES, c'est 5 organisations politiques, et donc on aurait pu peut-être se concerter. Nous, on aurait pu utiliser le terme NUPES sur notre bulletin de vote, on ne l'a pas fait par respect par l'ensemble des entités. Donc je pense qu'il y a peut-être à réfléchir sur la manière de ce qu'on porte, de comment on le porte, et puis peut-être de travailler différemment sur la manière d'apporter les choses. Moi, je pense important que chacun garde justement aussi sa
sa sensibilité, sa manière d'apporter les choses. Je pense qu'on est plusieurs organisations, qui est les écologistes, la France Insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste, Génération.s, tout cela apporte des choses différentes, des visions différentes sur lesquelles, mais sur un socle commun. Et donc je pense qu'il faut c'est peut-être cette deuxième étape, qu'on réfléchisse justement à une manière peut-être plus libre de fonctionner, et puis peut-être remettre quelques règles pour que chacun se sente bien à l'aise dans ce fonctionnement. C'est une façon un peu polie de dire que la France Insoumise pose problème au sein de cette alliance de gauche. C'est pas la France Insoumise qui pose problème. C'est à un moment donné, on l'a vu et on le voit, on a des divergences. On peut avoir des divergences très profondes. Mais je pense que même dans des organisations politiques, il y a des divergences profondes. Il faut que ces divergences elles puissent s'exprimer de manière, je dirais, très à l'aise. Et pour cela, il faut qu'on ait un cadre. Et on ne peut pas, sous couvert de la NUPES, dire à partir du moment où c'est la NUPES, ça englobe tout le monde. Non, on a des différences. Et donc, c'est peut-être cette manière de fonctionner qui est peut-être à revoir, qui a été intéressante pour la phase des législatives. Si je prends l'exemple du Sénat, c'est vrai que cette question-là ne se pose pas. On a 3 groupes, écologistes, socialistes, communistes. Donc on fonctionne évidemment différemment. On est en lien évidemment avec l'Assemblée nationale. Mais il y a peut-être un cadre et une discussion à avoir très claire, très franche, pour voir comment on fonctionne et comment on avance sur cette deuxième étape. Mais en tout cas, on a besoin de se rassembler. Et puis ce que je note, en fait, quand j'entends un petit peu tout le monde, c'est que ce qui rassemble, ce qui fait socle, ce qui fait point central, en fait, barrissante sur toutes ces discussions, c'est quand même l'écologie politique. C'est quand même ça qui apporte des solutions à toutes les problématiques, que ce soit sur la question sociale, que ce soit sur l'urgence climatique et écologique, que ce soit sur l'urgence démocratique. Et donc c'est peut-être ça, ce point central qui doit justement nous rassembler et nous guider et qui doit être notre boussole. Pour rebondir sur la fin de sa question, les européennes, est-ce qu'il y aura une liste commune de la NUPES, comme le souhaite la France Insoumise, votre parti, enfin en tout cas les écologistes, puisque vous n'êtes pas adhérent du parti Europe Écologie Les Verts, qui a changé de nom il y a quelques jours. Vous n'êtes pas adhérent des écologistes, mais en tout cas les écologistes ont annoncé qu'ils feraient liste solitaire, en tout cas, qui partirait seul pour cette échéance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que les choses ont été posées, ça y est, enfin, je veux dire, ça c'est fait. Plus. On sait qu'il y aura effectivement certainement plusieurs listes de gauche et écologistes pour ces élections européennes. Mais encore une fois, ce n'est pas division. On a une spécificité de cette élection. Je pense que la NUPES, dans son programme, défend la proportionnelle. La proportionnelle, notamment aux législatives. Pourquoi on défend la proportionnelle ? C'est justement pour que chacun puisse s'exprimer, puisse avoir cette possibilité d'exprimer sa sensibilité, qu'elle soit à gauche, qu'elle soit écologiste. Et donc moi j'ai vraiment le respect de cette élection. Les européennes, c'est une élection à la proportionnelle. Ça permet ça. Et je pense qu'on ne peut pas faire une espèce de primaire avant. Je pense que c'est important de dire à nos électeurs, à nos électrices, de dire... Vous avez le choix. Il y a des orientations, des manières d'aborder, et notamment sur la question européenne, qui peuvent être différentes. Vous pouvez vous exprimer de manière différente pour donner réellement sens à la démocratie. Ensuite, c'est comment ces différents groupes vont travailler ensemble. C'est exactement ce qu'on a fait pour les sénatoriales. Ce que je disais, on a des groupes différents. C'est comment ensuite on travaille ensemble au sein du Sénat. Et là, comment on travaillera ensemble au sein du Parlement européen. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment ces différents groupes de gauche vont construire quelque chose en commun, vont porter des idées communes au sein de l'Assemblée européenne. Et ça peut pas être, on peut pas transformer cette élection européenne comme un sondage. Voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça. Il faut respecter le cadre démocratique. En tout cas, moi, c'est pour cette raison que je pense plutôt sain qu'on ait des listes qui peuvent être différentes. Ensuite, on fera d'ailleurs le cumul effectivement de la gauche et des écologistes, et puis travailler réellement sur comment on fonctionne ensemble. On sent bien que la NUPES, en tout cas, comme elle a existé, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, au passé, ne tient plus qu'à un fil que la guerre entre Israël et la Palestine pourrait bien définitivement couper. L'ensemble de la classe politique a reproché à la France Insoumise, et notamment à Jean-Luc Mélenchon, un positionnement ambigu sur l'attaque du Hamas contre Israël il y a quelques jours. LFI a clairement refusé d'employer le mot terrorisme pour qualifier cet acte. Vous avez compris leur position, leur stratégie ?
Non, j'ai pas compris et je dirais que je leur laisse les explications. Pour moi, c'est évident et pour les écologistes, ça a été évident, très clair dès le début. Quand même revenir sur ce qui s'est passé. Je veux dire, cette atrocité de ce Hamas, organisation terroriste qui attaque et qui attaque de la manière la plus effroyable qui soit, qui s'attaque à des civils, à des enfants, à des femmes, à des vieillards dans des manières terribles. Donc, je ne vois pas, oui, évidemment, qu'on ne peut que condamner et que ces actions sont terriblement condamnables, que oui, ce sont des actions terroristes. Je ne vois pas comment on peut tourner autour de ce mot. Oui, ce sont des actions terroristes. Oui, le Hamas est une organisation terroriste. Il n'y a pour moi aucun sujet sur ça. Et puis je pense qu'il y a dans ces moments douloureux, dans ces moments sombres, dans ces moments terribles, une vraie question de temporalité. Je pense qu'il faut savoir, à un moment donné, prendre le temps. Et bien là, il y avait le temps de la condamnation, le temps aussi de la compassion pour les victimes, le temps de la compassion pour le peuple israélien qui a souffert au plus profond de sa chair, qui a le droit à la sécurité. Oui, il y a ce temps-là. Et puis, il y a le temps aussi de ce qui est en train de se passer sur la bande de Gaza, notamment, effectivement, d'appeler à la fois évidemment au cessez-le-feu. Je pense que c'est la responsabilité de l'État français, c'est la responsabilité de l'Europe, c'est la responsabilité de la communauté internationale d'avoir un cordon sanitaire, d'appeler au strict respect des règles internationales. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi, et notamment dans le respect justement de la sécurité aussi d'Israël. Et que le peuple palestinien, qu'il n'y est pour rien, ne doit pas payer justement ce qu'a pu faire le Hamas. Et donc je pense qu'il faut là-dessus qu'on soit aussi très clair, très ferme, et surtout trouver une issue. Ça fait 75 ans qu'il ne se passe rien, en tout cas qu'il n'y a que conflit, qu'il n'y a que violence sur ce territoire. On a une responsabilité. La France a une responsabilité. L'Europe a une responsabilité. La communauté internationale a une responsabilité en ayant regardé ailleurs, en ayant laissé faire, notamment sur ce qui s'est passé dans les territoires occupés en Palestine, en laissant faire la colonisation. Ça a été une grave erreur. On aurait dû condamner plus fermement la colonisation. On aurait dû appeler plus fermement au respect de l'ensemble des règles internationales. On aurait dû accompagner un processus démocratique en Palestine. Toute une génération n'a jamais pris part sur l'avenir de son pays, n'a jamais voté depuis plus de 15 ans. Ça, c'est une vraie problématique. Et ça, la communauté internationale aurait dû appuyer sur cette question. Parce que là, aujourd'hui, on n'a plus d'interlocuteur. C'est le Hamas qui a pris cette place, Hamas, organisation terroriste. Donc on doit retrouver un cadre démocratique. Donc je dirais, face à cette terreur, à tout ce sang versé, le seul lueur d'espoir, c'est la suite. C'est comment on arrive à sortir par le haut de ce conflit, comment enfin, je dirais, que ce soit la communauté internationale, que ce soit l'Europe et la France. Parce qu'on voit bien qu'en Europe, on a des divisions. Mais la France peut marquer, a une position singulière et doit garder cette position singulière et peut tracer les voies de la paix. Alors on la sent bien embêtée, la France. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, il y a quelques jours, n'a pas voulu porter de jugement sur la réplique israélienne sur Gaza, suite à cette agression du Hamas. Vous comprenez ces réticences, ou pour vous, la France devrait être claire dans ses positions sur les deux côtés? Non, je ne comprends pas, parce que, comme je le disais, il y a vraiment des temporalités dans ce que l'on peut exprimer et dans ce qui est en train de se passer. Qu'Israël se défende, c'est évident, c'est logique. Mais la légitime défense, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi et de s'extraire du droit international. Et le rôle de la France, le rôle de l'Europe, c'est justement d'affirmer ce respect du droit international, du respect des populations civiles. On ne peut pas évacuer. Il faut savoir, je suis allé dans la bande de Gaza il y a un peu plus d'un an. La bande de Gaza, c'est effectivement une prison à ciel ouvert, avec plus de 2 millions de personnes. C'est la zone la plus dense qui soit dans le monde. Bombarder une zone comme ça, évidemment, on le sait, plus de 700 enfants. Sur les 2 millions de personnes, c'est la moitié d'enfants.
sur la bande de Gaza. On ne peut pas accepter effectivement des déplacements de population de plus d'1 million de personnes. Donc je pense qu'il faut savoir justement dire stop, et c'est le rôle de la France et la grandeur de la France de pouvoir le faire. Et de pouvoir le faire dans l'intérêt de la sécurité d'Israël et dans l'intérêt d'une solution de paix pour la suite. Donc oui, je pense qu'il faut être ferme, il ne faut pas transiger, et que la parole de la France, quand elle le veut, quand elle le souhaite, elle peut être très forte et elle peut être entendue. Donc moi, c'est ce que j'attends du président de la République, et à chaque fois qu'il le fera, on sera derrière lui. Alors, vous l'avez dit, vous êtes allé dans cette fameuse bande de Gaza il y a un peu plus d'un an. J'imagine que vous avez pu constater la misère dans laquelle vit l'ensemble de cette population, une population qui est soutenue financièrement par l'Union européenne, notamment avec beaucoup d'aide financière à destination de la Palestine, une aide financière dont on soupçonne qu'elle puisse être détournée en partie par justement les terroristes du Hamas. Est-ce qu'il faut poursuivre cette aide financière à la Palestine malgré tout? Mais c'est évident. C'est indispensable. Justement, je suis allé dans la bande de Gaza. Ce que peut faire notamment l'ONU et grâce aux aides financières qui sont mises en place. Il faut savoir par exemple que le système d'eau potable qui est sur la bande de Gaza avec un système d'assainissement, etc., qui d'ailleurs a été totalement détruit, avait été totalement, on l'a visité, avait été totalement financé par la France. On a un centre culturel français qui était sur la bande de Gaza avec un travail extraordinaire qui est fait. Si on veut sortir de ce cercle de violence, il faut évidemment aider, permettre à ces populations de pouvoir vivre. Quelle garantie on a aujourd'hui que cet évidemment argent, évidemment qu'il faut prendre toutes les garanties, mais de dire de manière froide, il faut supprimer l'aide humanitaire, ça serait la pire chose. Ça serait la pire chose à faire, et ça serait donner, alors là pour le coup, la main aux organisations terroristes et au Hamas. Donc c'est évidemment ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et je dirais que c'est même l'inverse qu'il faut le faire. C'est arriver justement à permettre à ces populations de pouvoir vivre dignement, d'instaurer aussi de l'espoir, d'instaurer une certaine visibilité. Parce que quand j'y suis allé, effectivement, à la fois sur la bande de Gaza, à la fois aussi dans les kibboutz qui ont été attaqués. Je me rappelle des discussions qu'on avait. Il faut savoir que dans les kibboutz, on a un petit abri dans chaque jardin parce qu'on a des attaques régulières et qu'on s'aperçoit que le dôme de fer qui a été mis en place, qui permet justement, qui évite en fait ces attaques qui viennent de la bande de Gaza, sont à la fois indispensables pour protéger les populations, mais ils ne suffisent pas. Et que la seule solution, c'est de retrouver une paix sur ce territoire-là. Et c'est ça qui doit nous animer et qui doit animer la communauté internationale. Alors, une première réplique de ce conflit a eu lieu en France avec l'assassinat d'un professeur dans un lycée d'Arras il y a quelques jours, 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, un autre professeur dans un établissement de la région parisienne. On a l'impression qu'on a une forme d'impuissance face à ce type de phénomène d'attaque isolée. En tout cas, c'est terrible. C'est effectivement 3 ans après la mort de Samuel Paty. C'est encore la communauté éducative, c'est l'école. Et derrière l'école, c'est la République qui est attaquée. Et c'est vrai que c'est quelque chose à la fois qu'on pense toujours inimaginable, mais hélas, qui se reproduit. Donc oui, ça doit évidemment nous interroger. Pourquoi on s'attaque justement au cœur de ce qu'est notre République, le savoir, l'apprentissage, le vivre ensemble? Oui, ça doit effectivement nous interroger. Et pour moi, la seule réponse, la réponse que l'on doit avoir, qui doit être aussi très ferme, c'est nos valeurs républicaines, nos valeurs démocratiques. C'est derrière ces valeurs-là, c'est l'état de droit que l'on doit défendre coûte que coûte, justement contre ces organisations terroristes, parce que c'est ce qu'elles veulent. C'est une désunion de nos sociétés. Et effectivement, on est dans une période où on a besoin d'unité. On a besoin de faire ensemble. Et pour toutes ces questions-là, c'est vrai que je suis en désaccord profond, moi, avec, sur plein d'aspects, le président de la République, sur l'orientation du gouvernement, sur plein de sujets. Mais évidemment, sur ce sujet-là, je pense qu'on a besoin d'unité. Après, l'unité ne se décrète pas. Voilà, il y a aussi cette responsabilité-là du président de la République et du gouvernement. Mais en tout cas, moi et les écologistes, on sera
toujours derrière, à partir du moment où on met les conditions de cette unité et pour défendre nos valeurs. Vous êtes favorable au renforcement de la sécurité sur les établissements scolaires? Le Wauquiez, le président de la région, sur les lycées, a déjà mis l'accent là-dessus ces dernières années, avec des portiques d'entrée, des bornes pour contrôler les allées-venues. Qu'est-ce que vous en pensez? On a évidemment à la fois, c'est toute la difficulté en fait, parce qu'on ne peut pas y aller comme ça avec des mesures à la va-vite. Évidemment qu'on a besoin de sécuriser, qu'on a besoin de rassurer aussi à la fois les enseignants, les élèves, les parents d'élèves. Évidemment qu'on a besoin de trouver des solutions pour être à la fois plus sécurisés. Mais il ne faut pas non plus que ça soit des mesures qui viennent rogner sur nos libertés, qui viennent rogner justement sur nos valeurs, ce qui est justement ce que veulent ces terroristes. Donc il y a cet équilibre à tenir. Et quand je parlais d'unité, c'est pour ça que moi je me méfie toujours des grandes annonces, des choses toutes faites. Je pense qu'on a besoin de prendre de la hauteur, de prendre aussi le temps. Je pense que parfois on ne le prend peut-être pas suffisamment assez, de discuter ensemble, de partager et de trouver les bonnes solutions. Alors c'est dans ce climat que va arriver la loi immigration au Sénat, notamment le 8 novembre. Vous parliez d'unité de la nation. Là, j'ai peur qu'elle en prenne un petit coup sur l'examen de ce texte. Comment vous appréhendez cette période qui risque d'être mouvementée dans les deux assemblées? Bah évidemment, ce texte, on le craignait déjà, mais c'est sûr, avant l'ensemble de ces événements, je pense qu'hélas, on risque d'avoir, en tout cas je n'espère pas avoir des discours qui vont évidemment nous faire mal. Donc moi je crains beaucoup l'orientation de ce texte et surtout la mauvaise orientation, la mauvaise vision qu'on peut avoir et le risque de stigmatisation des étrangers, comme si c'était le mal absolu et qu'il fallait s'en protéger. Non, cette question migratoire, c'est une véritable question qui est liée d'ailleurs à la question climatique, à la question sociale. Pourquoi nous avons à la question des guerres et des conflits. Pourquoi nous avons des populations qui se déplacent, qui essayent de trouver refuge, qui veulent protection, qui veulent vivre tout simplement en liberté? C'est parce que effectivement, on a un monde qui est complexe, qui est difficile, que ce soit sur la question, climatique, que ce soit sur la question sociale. Donc, il faut évidemment agir sur ces questions-là et mettre en œuvre et travailler de manière très pragmatique sur comment on met en place cet accueil dans nos territoires. On peut se dire tout ce qu'on veut, fermer les frontières, bloquer les frontières, faire croire que l'on va rendre tout ça très hermétique. C'est ce que dit Gérald Darmanin. C'est totalement impossible. Ça n'existe dans aucun pays du monde. Ça n'a jamais existé. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des contrôles, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre des espaces de sécurité, évidemment. Mais ça veut tout simplement dire qu'on doit réfléchir sur la question de comment on accueille ces personnes qui arrivent en Europe, qui arrivent en France. Si on ne le fait pas, on s'ouvre justement à de vraies problématiques. Une personne qu'on ignore, qui n'a plus d'existence ni sociale, ni administrative, qui a fait un parcours souvent terrible, s'il n'a pas d'accompagnement psychologique, s'il n'a pas d'accompagnement, on risque d'avoir des véritables problèmes. Donc on a tous collectivement intérêt à travailler sur cette question de l'accueil. Oui, effectivement, politiquement, ce n'est pas le plus facile, à tenir. C'est plus facile d'être populiste et de faire croire qu'on va tout fermer, qu'on va tout protéger. Sauf que moi, je sais que la véritable voie, à la fois la voie de l'espérance, la voie du vivre ensemble, c'est celle-là, et c'est sur celle-là qu'il faut que l'on travaille. Alors certains élus, pour rendre la France moins attractive pour ces populations, demandent de supprimer ou de réduire les aides que l'État peut apporter, notamment l'AME, l'aide médicale d'État, dont bénéficient notamment tous les migrants qui arrivent sur notre territoire, même quand ils sont en situation irrégulière. Est-ce que vous êtes favorable à ce type de demande? Mais c'est quelque chose de totalement à la fois honteux, décalé, qui crée évidemment plus de problèmes que ce qu'elle résout. Je ne pense pas que des gens ont traversé la Méditerranée sur un bateau pneumatique au risque de leur vie, ont traversé la Libye, toute l'Europe pour bénéficier de la ME. Il faut, quand on parle d'appel d'air, c'est évidemment pas ça. Par contre, le rôle que nous avons
je dirais, l'exigence que nous devons avoir, c'est encore une fois cette question de l'accueil, de permettre d'avoir des soins, d'avoir un accompagnement psychologique, c'est évidemment indispensable. Et donc c'est au contraire ce sur quoi nous devrions avancer pour faire en sorte que ces personnes puissent être à la fois accompagnées dans leur parcours. S'il y a ensuite des retours, s'il y a des dispositions, c'est une autre chose. Mais par exemple, le fait que des personnes qui font une demande d'asile pendant 6 mois ne peuvent pas travailler, c'est complètement incohérent. Ça veut dire qu'on dit à des personnes, vous avez fait une demande d'asile, on va vous répondre dans 6 mois, mais pendant ces 6 mois-là, vous vous débrouillez. On ne veut rien savoir, vous n'aurez pas accès au travail. Comment on peut permettre à quelqu'un de vivre s'il n'a pas accès au travail ? Forcément, on va vers des réseaux, on va vers de l'exploitation. Et donc, c'est de ça qu'il faut sortir. En fait, très clairement, et j'espère, en tout cas, nous, on va montrer ça, notamment au Sénat. Au Sénat, on dit c'est le bon sens, c'est la chambre du pragmatisme. Regardons notre politique migratoire de manière pragmatisme, et je suis certain qu'on trouvera les bonnes solutions. Alors, est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui en France à offrir des soins à tout le monde comme vous le proposez ? En mai dernier, vous aviez alerté le gouvernement sur la situation dramatique des hôpitaux isérois, mais je pense qu'ailleurs sur le territoire, ce n'est pas forcément mieux. Est-ce que déjà votre alerte a été prise en compte ? Est-ce que vous avez senti quelque chose de positif sur ce domaine depuis le printemps dernier ? Non, je me souviens avoir interpellé notamment la ministre sur cette question-là, et c'était sur l'hôpital de Voiron qui venait d'ouvrir, et sur la question des urgences, mais également sur la question des urgences de Grenoble. Un hôpital tout neuf. À la fois sur la surcharge, l'hôpital tout neuf à Voiron avec des urgences qui du coup ne pouvaient pas ouvrir. Non, on est sur un problème très grave de notre système de santé à l'échelle nationale, que ce soit sur la question de l'hôpital public, mais que ce soit aussi sur la présence, je dirais, des soins et du personnel soignant sur l'ensemble des territoires. On parle de déserts médicaux, etc. Mais tout ça est à ricocher. Je veux dire, quand on n'a pas de médecin dans un village, forcément, on nous oriente vers les urgences, et donc on va alourdir également les urgences. Donc c'est vraiment sur cet ensemble-là qu'il faut qu'on réfléchisse, et que j'ai pas l'impression que le gouvernement, la ministre m'avait dit circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien, c'est juste passager. Ce que je vois, c'est que ce n'est pas ça, que la question de la formation des médecins, on a fait sauter le numerus clausus, c'est une chose, mais si on ne forme pas plus de médecins, on va avoir les mêmes problèmes, et on a déjà les mêmes problématiques. La tarification à l'acte dans nos hôpitaux a transformé en fait à la fois nos hôpitaux dans des pôles administratifs avec une lourdeur administrative de plus en plus forte, donc en dérivant en fait le vrai métier de ce que pouvaient être des médecins et du personnel soignant. Et puis surtout, on a transformé l'hôpital en une entreprise. Non, l'hôpital, oui, ça coûte. Le service public, ça coûte. Et donc, on doit se donner les moyens. Et il me semble qu'on est dans une société, oui, une société riche. La France est un pays riche. Et cette question de la répartition des richesses et de là où on affecte cette richesse, elle est importante. Et il faudra effectivement se la poser. Il y a un projet de loi, loi Valletoux, qui arrive au Sénat dans quelques jours, qui vise à faciliter le recrutement de médecins à l'étranger, notamment en dehors de la communauté européenne. Est-ce que vous allez être favorable à ce texte ? On va effectivement l'étudier. De toute façon, les solutions pour trouver plus de médecins et de personnel soignant est indispensable. Mais c'est quand même un comble depuis le temps qu'on en parle. Les projets de loi de finances de sécurité sociale, on va l'avoir très, très prochainement dans les semaines qui arrivent, ce débat-là sur à la fois la formation des médecins, sur peut-être un moyen un peu plus coercitif pour qu'ils aillent sur des territoires qui sont peut-être moins fournis en médecins, comme on fait pour les pharmaciens, pour les infirmiers. On voit qu'il y a à chaque fois une opposition très ferme sur cette question. Donc je pense qu'il va falloir qu'on avance réellement. En tout cas, il y a une véritable urgence et qui peut être très inquiétante. C'est vrai qu'à chaque fois, on est passé très près. On a déjà eu des drames quand même sur des urgences. On a des conditions des urgences qui ne sont plus acceptables. Et je n'ai pas l'impression, effectivement, que ce soit le ministre de la Santé, que ce soit le gouvernement dans son entièreté, ait vraiment pris la mesure de ce qui était. On me rappelle à l'époque d'Olivier Véran, quand il nous expliquait que ce n'était pas nécessaire de fermer des lits, que ce n'était pas la question du nombre de lits. Je constate quand même qu'on a aussi un problème de ce côté-là, et
qu'il va falloir avancer. Il y a parfois des situations ubuesques. On a reçu plusieurs témoignages ces derniers jours au Télé Grenoble de patients alités aux urgences de Grenoble, au CHU, obligés d'appeler des proches chez eux pour qu'ils préviennent les infirmières quand quelque chose n'allait pas, puisque les sonnettes d'alarme avaient été désactivées par le personnel soignant, parce qu'a priori, ils ne pouvaient pas répondre à toutes les demandes. Mais on met en plus le personnel soignant dans une situation qui est totalement inacceptable. Moi, je plains le personnel soignant qui est amené à travailler dans des conditions qui effectivement ensuite peuvent être de la maltraitance, mais qui ne sont pas de leur fait, qui sont les moyens et l'organisation qu'on leur donne. Et ça, c'est aussi de notre responsabilité. On ne peut pas laisser, on va dire, le personnel soignant se débrouiller avec les moyens du bord. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et ce que je constate aussi, c'est que dans l'hôpital public, on a aussi des démissions, on a des médecins, on a des chirurgiens, on a des infirmiers qui s'en vont parce qu'ils ne sont plus en capacité de faire leur travail correctement. Et donc ça aussi, ça doit nous interpeller. Alors, la santé, l'immigration sont des sujets de préoccupation importants des Français. Il y a également l'environnement et le réchauffement climatique. On a vécu un début d'automne record en termes de chaleur, notamment ici en Isère. Vous avez présenté il y a quelques jours, Guillaume Gontard, un projet de loi sur le réemploi des véhicules au service des mobilités solidaires. C'est quoi l'idée de ce projet de loi ? D'abord, il n'y a pas l'environnement d'un côté, jamais. C'est un ensemble. Et je dirais encore plus aujourd'hui, la question climatique, écologique, elle est au cœur, elle est au centre. C'est-à-dire que si on ne s'en occupe pas, si on ne la met pas comme une urgence totale, derrière, oui, il y a l'urgence sociale, il y a l'urgence démocratique. Donc, c'est un ensemble. Ce n'est jamais d'un côté et ce n'est pas l'environnement qu'on va bricoler comme ça pour faire joli. Non, c'est essentiel. Et cette proposition de loi que nous faisons, justement, elle répond tout à fait à ça. Souvent, on nous dit « Ouais, mais les écologistes, vous êtes hors sol, vous comprenez rien, etc. » C'est souvent une critique qui peut être faite, sauf que moi, je constate dans la réalité, toutes les réponses qu'on peut apporter sont au contraire à chaque fois très pragmatiques, très concrètes. Quand on s'attaque à la pollution de l'air, c'est pour répondre entre 40 000 et 70 000 personnes qui meurent chaque année liées à la pollution de l'air. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin et comme ça. Sur la question des mobilités, moi, j'ai fait une campagne électorale, je pense qu'il n'y a pas un endroit, territoires urbains, périurbains, ruraux, où cette question de pouvoir se déplacer, des mobilités, de ne pas être assigné à résidence, justement de pouvoir accéder aux soins, à la culture, à des commerces, c'est essentiel sur l'ensemble des territoires. Et c'est vrai qu'on ne peut pas avoir la même réponse en zone urbaine. On a un transport qui peut être dense, transport en commun, que l'on aura sur des zones rurales. La voiture individuelle, en zone rurale, j'habite dans une commune de 200 habitants à 60 km de Grenoble, je sais ce que c'est. On est obligé, c'est un outil dont on est obligé de se servir. Pour l'instant, il n'existe rien d'autre. Alors le but, c'est comment on diminue ce nombre de voitures, comment on trouve d'autres solutions alternatives, à la fois moins coûteuses, parce qu'une voiture individuelle pour un foyer, c'est 6 000 € par an, ce n'est pas rien. Et donc quand on a des foyers qui sont obligés d'avoir parfois 2, voire 3 voitures dans un foyer, si on peut leur permettre d'en avoir une en moins, c'est aussi du pouvoir d'achat en plus. Donc il faut qu'on travaille sur cet ensemble-là. Puis après, il y a des mesures concrètes. La mesure qu'on propose, c'est de dire qu'actuellement, sur la prime à la conversion, quand vous amenez votre voiture, souvent encore en bon état, pour aller acheter un SUV électrique, vous allez toucher, en général, c'est pas n'importe qui peut faire ça, parce que derrière, il faut réinvestir quand même. Le contrat que vous allez passer pour avoir cette prime et vous acheter votre voiture électrique, c'est que votre voiture que vous allez rendre, elle soit broyée. Nous, en tant qu'écologistes, on se dit il y a un problème quand même. On a des voitures qui fonctionnent encore, qui ont des critères pollution qui sont encore acceptables, qu'on détruit. Alors qu'on a travaillé sur l'obsolescence programmée, etc., sur l'ensemble d'autres matériaux. Nous, on dit tout simplement, cette flotte de véhicules, réutilisons-la. Mettons-la au profit d'un réseau notamment de garages solidaires. Ça existe déjà. On a des garages solidaires partout en France qui ont ce rôle et qui louent des voitures à un prix très modique à des personnes qui n'ont pas accès à une voiture individuelle pour aller travailler, pour se soigner, etc., pour un moment dans leur vie, une voiture en panne qui n'ont plus les moyens de pouvoir réparer et de dire comment je fais. Eh bien, ces réseaux de garages solidaires, en fait, ont des véhicules à disposition déjà, mais très peu. Soit c'est des dons, souvent des véhicules en mauvais état. Et là, c'est tout simplement de dire, récupérons cette flotte de véhicules qui est liée à la prime à la casse,
affectons-la justement à ce réseau de garages solidaires qui, eux, vont gérer cette location à des prix très modiques et à des personnes justement en difficulté. Et puis avec un deuxième aspect qui est cette flotte de véhicules qui, effectivement, est des véhicules à essence ou diesel, etc., c'est de pouvoir passer cette flotte en électrique via le rétrofit, qui est une technologie qui existe. Et ça aussi, ces garages solidaires sont tout à fait prêts et peuvent faire ce passage et transformer ces véhicules en véhicules électriques qui répondra dans un deuxième temps. On a beaucoup parlé de la question des ZFE, des zones à faible émission. Comment justement les personnes ruraux vont pouvoir se rendre dans ces zones-là alors qu'ils n'ont que leur petite voiture pour s'y rendre quand ils en ont une. Il va falloir qu'on trouve des solutions. Et donc ce texte-là permet aussi d'apporter des solutions pour l'avenir aussi, pour ces personnes, et notamment pour se rendre dans ces ZFE. Mais mathématiquement, il va faire augmenter, s'il est accepté, le nombre de voitures en circulation, puisque celles qui ne sont plus détruites sont remises sur le circuit, donc forcément, il y aura un nombre de véhicules plus important, ce qui va un peu à l'encontre de ce que prônent les écologistes. Non, d'abord, ça ne fait pas augmenter, puisque c'est des voitures qui existent déjà. Oui, mais elles étaient détruites. L'impact écologique de détruire une voiture, de le recycler, de la recycler, et de faire une voiture électrique derrière, toute neuve, très lourde, etc. Je dirais, il n'y a pas photo. C'est-à-dire de conserver une voiture, de lui donner une deuxième vie, de rendre un service à des personnes qui n'ont pas accès à cette voiture. C'est une évidence. Enfin, je veux dire, c'est un impact écologique positif et c'est un impact social très positif. Donc là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas de problématique. Et puis effectivement, il y a cette deuxième phase de réutiliser sur le réemploi ces véhicules pour les transformer via le rétrofit en voiture électrique. Donc ça aussi, c'est plutôt que de faire et de rajouter des voitures, c'est au contraire d'utiliser des voitures existantes et de les faire évoluer. C'est encore une solution très pragmatique quand on regarde les choses très clairement, à la fois en termes de besoins et enfin de réponses qu'on peut apporter. Puisqu'on parle de déplacement, le RER métropolitain, vous avez été un des fervents défenseurs avec la plupart des élus du territoire il y a à peu près un an pour lancer la machine, j'ai envie de dire. Un an après, les annonces du gouvernement qui ont été faites il y a quelques jours en matière d'investissement vous ont inquiété? On a toujours ces mêmes problématiques, c'est qu'on a les annonces. RER métropolitain, une dizaine de RER métropolitains, dont celui de la région grenobloise, qui est, voilà, donc très bien, on est très content. Puis derrière, il y a les annonces financières, la capacité, la possibilité à mettre en place ces RER. Ça, voilà. Et là, on est dans cette phase de discussion. J'ai rencontré Clément Beaune, le ministre du Transport, il y a 2 jours. Donc on a pu faire le point sur ce sujet-là. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a eu des annonces financières. En fait, dans ces annonces financières, c'est toujours assez compliqué de savoir si c'est tout ce qui va être mis, la totalité de ce qui va être mis pour le RER métropolitain. Est-ce que c'est une amorce? On a compris ce que nous a dit Clément Beaune, que c'était une amorce. Maintenant, il faut savoir ce qu'il y a derrière cette amorce. Ce qui est intéressant, c'est que les discussions qu'on a pu avoir avec lui et ce qu'il porte, c'est d'avoir une loi de programmation sur les mobilités et de voir une véritable loi qui permette, sur du temps long, de voir justement les affectations financières qui seront faites à la fois sur les RER métropolitains, à la fois sur le réseau structurant et les lignes de vie, les lignes du quotidien. Et donc, on a discuté avec lui. Il attend des arbitrages de la part de la Première ministre et de Bercy pour voir si il pourra y avoir cette loi de programmation. Mais en tout cas, nous, on lui a dit qu'on le soutiendrait parce que le fait d'avoir cette loi de programmation et de pouvoir discuter clairement, et on sera très critique s'il n'y a pas les financements suffisants, mais de pouvoir les inscrire dans la loi et d'inscrire ces financements dans la durée, c'est particulièrement important. Donc, moi, j'attends avec ça pour le début de l'année. J'attends ces arbitrages-là. Je vais rencontrer Elisabeth Borne, la Première ministre, dans quelques semaines également, et je lui ferai part également de notre volonté de pouvoir avancer sur ce sujet-là, mais c'est quelque chose de primordial. Alors pour préserver l'environnement, lutter contre le réchauffement climatique, il y a effectivement le volet des déplacements, il y a aussi le volet de la construction. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a remis en cause sa participation, en tout cas la participation de la région à la loi ZAN. C'était lors du Congrès national des maires ruraux de France à l'Alpe d'Huez.
Wauquiez veut faire sortir la région du dispositif, estimant que les petites communes se retrouvent contraintes, même si elles veulent construire du logement, contraintes par cette loi qui demande une zéro artificialisation. Si on construit, il faut que ce soit grosso modo sur de l'ancien ou sur une friche industrielle, ce qu'ont pas forcément les petites communes. Je ne sais pas si chez vous au Percy comment ça se passe, mais il n'y a peut-être pas énormément de foncier disponible. D'abord, je suis parlementaire. Vous avez dit, c'est une loi qui a été votée. On est dans un état de droit. Il faut respecter la loi, quelle qu'elle soit. En général, on respecte la loi. En tout cas, moi, je la respecte. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, évidemment. Moi, le respect de la loi, moi, ça me paraît évident. Et je pense que les écologistes ont toujours respecté la loi. Au contraire. C'est que souvent, via des recours, on fait respecter la loi qui ne l'était pas. Donc, c'est faire très attention à ça. Et on passe toujours, justement, face à des juridictions. Là, on a quand même un président de région qui nous dit très clairement « je ne respecterai pas la loi ». Déjà, sur cet aspect-là, je pense que c'est particulièrement grave. Je rappelle quand même que son nom, c'est Les Républicains, je crois, son parti. Ça pose quelques questions. Voilà. Deuxièmement, c'est quelle image on envoie ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend d'un président de région sur cette question-là ? Qu'ils le disent clairement. Parce que moi, j'entends beaucoup ces discours. Le ZAN, c'est quoi ? Zéro artificialisation nette 2050. Ça veut dire qu'effectivement, on ne va plus prendre d'emprise de terrain supplémentaire d'ici 2050. Donc, on a tout un processus à mettre en place. Il y a un temps de revoyure en 2031. Mais qu'on soit très clair, qu'on dise clairement, on ne veut pas respecter cette orientation-là et cet objectif-là. Bon, pas de chance, c'est dans la loi. Mais qu'on le dise, je suis contre le respect de cette orientation-là. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on est totalement contre la protection des terres agricoles. Parce que cette loi-là, elle est faite pour ça. Elle est faite pour préserver l'agriculture. On a 200 fermes par semaine qui ferment par jour. Donc c'est une vraie problématique, à la fois pour des problèmes de succession, pour des problèmes de foncier, mais parce qu'on grignote à chaque fois de plus en plus de terres agricoles. Et donc, en gros, on ne peut pas continuer comme ça. C'est tout simple. Donc cet objectif-là, il est indispensable. La vraie question, c'est comment, et c'est ce qu'on attendrait d'un responsable politique, et notamment d'un président de région, c'est comment on met en place ça, comment on accompagne les communes pour aller sur cette direction-là et cet objectif. Parce que oui, c'est pas facile. Je le sais, j'ai été un maire rural, je suis conseiller municipal de ma commune, je sais que c'est pas évident, qu'on a besoin d'accompagnement, qu'on aurait besoin d'une région qui soit là pour accompagner, qui nous apporte de l'ingénierie pour réfléchir en termes d'urbanisme, en termes d'aménagement du territoire. On a besoin de ça. Et là, on a un Laurent Wauquiez qui abandonne les communes, qui abandonne les paysans et l'agriculture pour, je dirais, un petit sujet populiste et pour pouvoir exister dans les médias. Je trouve ça un petit peu lamentable. Et vous me parliez de ma commune du Percy. On parle souvent justement en disant mais c'est la fin des communes, on pourra plus se développer, etc. Je ne dis pas que c'est simple. Mais je dis que réfléchir sur son urbanisme. Moi, ma commune, on avait mis en place notre PLU lié au SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui nous contraignait énormément. On n'était pas à 1 hectare constructible, on était, je crois, c'était très très faible, je crois moins d'un demi-hectare constructible sur notre commune. En 2014, on a mis en place ce PLU. On était 3 communes sur le Trièves à avoir travaillé sur cette question-là, et donc en restreignant très fortement, mais en réfléchissant aussi à l'aménagement de notre territoire, en réfléchissant sur les friches touristiques, les friches industrielles, les bâtiments qu'on pouvait réutiliser. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que ces 3 communes, chiffre de l'INSEE, qui ont mis en place très tôt leur PLU, qui ont travaillé sur leur aménagement du territoire et sur leur urbanisme, c'est les 3 communes qui ont gagné le plus d'habitants dans cette période-là. Donc c'est pour vous déconstruire un petit peu cette idée comme quoi on irait, au contraire, ça serait la mort des communes. Au contraire, moi je dis à tous les élus, prenez en main la question de l'aménagement du territoire, la question des PLU et évidemment des PLU, des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Et évidemment, on a besoin de tous les échelons, du département, de la région, et j'espère qu'ils seront au rendez-vous, et notamment en termes d'ingénierie. Allez, on part en montagne pour finir cette émission. Guillaume Gontard, aux limites de l'Isère et des Hautes-Alpes, sur le glacier de la Girose, où le remplacement d'un téléski par un téléphérique pour accéder plus facilement au domaine skiable de la Grave crée la polémique. Quelques uluberlus, comme les a qualifiés le promoteur du projet, ont bloqué les travaux en s'installant à plus de 3000 mètres d'altitude, une ZAD un peu inédite dans ces conditions, au pied des arêtes de la Meije. Est-ce que vous soutenez leur combat ? Oui, évidemment.
Je veux dire, pour bien connaître l'endroit, parce que j'y ai passé quelques temps dans ma jeunesse, à la fois à skier et à me balader, c'est quand même un lieu assez exceptionnel. Comment on peut imaginer d'être encore sur, je dirais, à l'ancienne, de l'aménagement, sur des glaciers? Enfin, j'ai l'impression que c'est ce promoteur Huluberlu. Je ne sais pas qui est Huluberlu, mais je ne sais pas, il ne regarde pas les choses, il ne voit pas ce qui est en train de se passer, des glaciers qui disparaissent, des effondrements, cette montagne qui est en train de bouger. Et sa solution à lui, ça serait de faire un nouveau téléphérique et de prolonger en venant grignoter sur un glacier. C'est totalement décalé, c'est totalement irresponsable. Et donc, heureusement qu'on a quelques huluberlus qui viennent pour dire stop, parce qu'en plus, on a des travaux qui ont commencé sans autorisation. Enfin, je veux dire qu'on commence à aller gratter dans le glacier sans que l'ensemble du projet ait été totalement... Non, il n'a pas été totalement validé. J'ai fait un courrier très récemment au ministre Béchu pour l'interpeller sur cette question-là. Non, je pense qu'il y a... Et pourquoi on fait ça, en fait? Pourquoi on fait ça? Je veux dire, la vraie question sur la montagne, sur l'évolution de la montagne, des stations de ski, qui ne sont pas à prendre d'ailleurs toutes au même niveau, hein, puisque les stations de moyenne montagne, des stations de très haute montagne, on doit réfléchir justement à quel type d'aménagement on doit avoir, ou peut-être quel type de non-aménagement on doit avoir pour les années futures. Et je constate aussi, mais même qu'en termes d'image, le téléphérique de la Grave, il avait cette spécificité d'arriver effectivement sur un territoire vierge. Je crois que c'est le seul endroit comme ça, pas de piste préparée, et ensuite, voilà, la pleine nature. C'était cette spécificité-là. On est en plus en train de détruire cette spécificité de ce qu'était réellement ce sanctuaire que peut être la Grave. Donc, voilà. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le respect de la loi. La justice a validé le projet. Les habitants de la Grave, démocratiquement, ont validé aussi, en majorité en tout cas, en réalisant la municipalité qui proposait cet aménagement. Finalement, quand la loi est respectée, quand la démocratie est également respectée, même si on peut contester un projet, est-ce qu'il ne faut pas accepter que les choses se fassent ? Ah mais la loi, on a le droit de contester la loi. Moi, j'ai jamais dit ça. Quand je parlais de Laurent Wauquiez, c'est qu'il dit qu'il ne va pas l'appliquer en tant que personnalité politique. Si la justice c'est différent. Qu'on ait des gens qui viennent alerter. J'ai vu aucune violence, j'ai vu des gens qui venaient manifester. Le droit de manifester fait partie de la loi, il n'y a aucun souci. Moi, j'appellerais toujours à manifester de manière évidemment non violente, mais le fait qu'on vienne, et après je contesterai quand même, on a encore des recours sur ce projet, il y a des vraies questions qui se posent en termes de biodiversité, en termes d'impact qui n'ont pas été totalement réglés. Le tribunal n'a pas associé. Mais c'est pour ça qu'il faut alerter à l'arrêt des travaux. Mais c'est justement pour ça. C'est pour ça qu'il faut et c'est pour ça qu'il faut alerter. Et ça, je trouve que c'est essentiel. On l'a sur des projets routiers, etc. On ne peut pas avancer des travaux comme ça, et on a quelques précédents quand même, où des travaux ont été avancés, où on a commencé, entre guillemets, à faire quand même des conneries. Et puis après, au bout du compte, on s'est dit, ah ben non, on va arrêter. Non, je pense qu'on doit épuiser l'ensemble des recours. Effectivement, si à un moment donné, tous les recours ont été épuisés, que voilà. Mais là, on est quand même sur un sujet et qui ne concerne pas que la Grave, qui concerne, je dirais, notre patrimoine commun, quoi. C'est, je veux dire, la Meije, ce territoire-là, il appartient à tout le monde et on doit avoir effectivement tous un avis sur cette question-là. Et que, voilà, je pense que c'est un projet pour moi qui est totalement à contresens de ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Pour finir sur l'aménagement de la montagne, la région Auvergne-Rhône-Alpes est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 2030 dans nos montagnes, dans les Alpes. Est-ce que vous êtes favorable à cette candidature ? Moi, j'ai l'impression que quand on ne sait plus quoi faire, quand on n'a pas de projet politique, on sort les Jeux Olympiques. C'est un peu le... Tiens, qu'est-ce qu'on... Voilà, et ben on va sortir les Jeux Olympiques. Et j'ai l'impression que Laurent Wauquiez n'a pas tellement d'idées, n'a pas tellement de vision sur ce qu'il y aurait à faire, alors que pourtant, on est quand même dans une période où l'action, où il faudrait réellement agir. Donc, on sort les Jeux Olympiques. Je ne suis pas contre les Jeux Olympiques, hein. J'aime bien le sport, les Jeux Olympiques peuvent m'intéresser. En tout cas, il y a une vraie question sur qu'est-ce que sont les Jeux Olympiques, quelle image on veut leur donner
aujourd'hui, justement, dans ce contexte de réchauffement climatique, d'effondrement écologique. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que ça peut être. Alors après, on peut discuter d'ailleurs là-dessus, effectivement, si ce sont des jeux, je dirais, sans équipement supplémentaire, qui s'adaptent justement aux équipements existants, pourquoi pas ? Mais je ne suis pas sûr que ça soit une des priorités. En tout cas, moi, j'aimerais entendre Laurent Wauquiez, par exemple, sur la question des mobilités. On parlait du RER métropolitain. On est dans une situation, dans notre région, et encore plus sur notre département, sur la question des mobilités, on n'a aucune question. On est la dernière région où le contrat de plan État-région avec l'État n'a pas été signé. On n'a aucune vision de ce que imagine Laurent Wauquiez sur la question des mobilités et des lignes du quotidien. J'aimerais qu'il se prononce là-dessus, par exemple. Parce que ça, je pense que c'est une vraie urgence, c'est une vraie attente. Alors, on parlera des mobilités, pas avec Laurent Wauquiez, mais avec un autre invité la semaine prochaine, puisqu'on recevra Sylvain Laval, qui est le président du SMAG, qui gère tous les transports en commun de l'agglomération grenobloise et du Voironnais et du Grésivaudan également. On parlera notamment du début de l'enquête publique concernant le projet de câble entre Saint-Martin-le-Vinou et Fontaine. Comme c'est la tradition dans cette émission, Guillaume Gontard, je vous laisse regarder la caméra en face de vous et poser une question à Sylvain Laval. Eh ben bonjour Sylvain. Moi, j'avais une question assez simple et plutôt un constat, mais que je pense on peut partager. C'est vrai que la question des mobilités est centrale. On sait qu'on a une vraie question, notamment, je pense au Grésivaudan, au Pays Voironnais, où il va falloir fortement développer ces mobilités de toutes sortes, que ça soit du réseau structurant, que ça soit d'autres alternatives, d'autres aspects, la question du vélo. Comment en fait Sylvain Laval avec le SMAG compte s'y prendre, et en tout cas comment, moi je pense qu'il y a une nécessité de vraiment ouvrir et d'avoir une participation très forte de l'ensemble des habitants et de prendre des mesures très concrètes. On a un certain nombre de projets d'ouverture de gares, de prolongement de lignes. Voilà, quelle est sa méthode en fait pour avancer vite sur l'ensemble de ces territoires et sur cette question de mobilité. Et puis j'aurais une petite question complémentaire aussi. J'ai fait un rapport sur la gratuité des transports. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui peut s'appliquer comme ça, de but en blanc, mais qui peut être intéressant et qui peut être notamment intéressant sur les transports, notamment en zone rurale ou en zone périurbaine. Et donc je voulais savoir quel est son avis sur cette question de la gratuité des transports. Eh ben merci Guillaume Gontard. On posera ces questions à Sylvain Laval dans la prochaine émission. Vous pouvez retrouver l'ensemble des QG en replay sur le site internet de Télé Grenoble, télégrenoble.net. Merci à tous.